Bonjour tout le monde, mon nom est Raed El Ferjani et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole à ma collègue Evelyne Dufaux qui va présenter la conférencière, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera j'aimerais montrer que le webinaire est enregistré. Je laisse maintenant la parole à Evelyne pour présenter notre conférencière. À toi la parole, Evelyne. Bonjour, merci Raed. Bonjour tout le monde. Je suis Evelyne Dufaux, directrice de recherche de la division durabilité forestière ici au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce 8e webinaire de la 37e saison des colloques du Service canadien des forêts, du CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Mettre en commun les sciences occidentales et les savoirs autochtones pour comprendre et protéger les écosystèmes arctiques ». Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente la conférencière d'aujourd'hui, Madame Dominique Henry. Dominique est chercheuse scientifique au sein de la division de la recherche sur la faune d'Environnement et Changement climatique Canada. Elle dirige un programme de recherche interdisciplinaire visant à mobiliser les savoirs autochtones et occidentaux afin de contribuer à la protection et à la conservation de la faune, particulièrement dans l'Arctique et le Nord canadien. Dominique a une formation en géographie humaine et en anthropologie. Elle réalise des projets qui adressent les priorités de recherche des communautés autochtones en lien avec la faune, le changement climatique, la gestion des ressources et la transmission des savoirs écologiques traditionnels. Sa pratique s'inspire de la recherche participative axée sur la communauté et met de l'avant la contribution des jeunes à la recherche. Dominique est détentrice d'un doctorat et d'une maîtrise en géographie de l'Université d'Oxford ainsi que d'une maîtrise de l'Université McGill. Alors, j'ai beaucoup d'intérêt dans le sujet d'aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre Dominique. Je vous souhaite à tout le monde un très bon colloque et puis je laisse maintenant la parole à Madame Henry. Un grand merci, Evelyne et Raed, pour cette introduction. Et bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin, malgré la tempête. J'espère que vous êtes au chaud et en sécurité depuis vos bureaux et vos maisons ce matin. Alors, comme Evelyne l'a mentionné, ma présentation d'aujourd'hui va porter sur cette idée de mettre en commun et de mobiliser plusieurs systèmes de savoir en recherche environnementale et pour la protection de l'environnement. Donc, je vous propose ce matin de présenter un survol de différentes approches qui peuvent nous permettre de mobiliser différents savoirs en basant sur des exemples tirés de mes expériences de travail, principalement dans l'Arctique canadien. Aujourd'hui, il ne sera pas beaucoup question donc de forêt, mais j'espère néanmoins que les exemples et puis les problématiques que je vais discuter vont trouver écho dans vos activités et du moins attiser votre curiosité. Donc, pour compléter l'introduction d'Evelyne, j'aimerais débuter en disant quelques mots supplémentaires sur mon parcours. Je me joins à vous aujourd'hui depuis Jogjoge, aussi connu sous le nom de Montréal, situé en territoire autochtone non cédé. Je suis d'origine allochtone, issue de colons français et écossais venus s'établir dans la vallée du Saint-Laurent il y a plusieurs générations. J'habite maintenant en ville, au sud du pays, mais au cours des 15 dernières années, j'ai travaillé et vécu également dans plusieurs communautés de l'Inuit Nunangat. Vous voyez la carte ici des territoires Inuit au Canada. Et puis, en plus d'une formation en géographie et en anthropologie, j'ai eu la chance aussi d'apprendre énormément des aînés autochtones, détenteurs de savoir et partenaires de recherche que j'ai eu la chance de côtoyer au fil des années, en plus de mes collègues biologistes et écologistes. Donc, maintenant, je travaille au sein de la recherche, de la division de la recherche sur la faune d'Environnement Canada depuis 9 ans et je suis chercheur scientifique depuis maintenant 2 ans. Mon programme de recherche, comme Evelyne l'a mentionné, vise essentiellement à mobiliser les savoirs autochtones pour mieux comprendre les espèces fauniques et les relations entre les humains et les écosystèmes. Également, vise à développer différents outils et approches pour favoriser cette mise en commun des savoirs et accroître la participation autochtone en recherche. Et finalement, mon travail vise à promouvoir l'inclusion des savoirs et des sciences autochtones dans la prise de décision, l'aménagement du territoire, la gestion de la faune, la création d'aires protégées, par exemple.
Et maintenant, la recherche partenariale avec les communautés autochtones peut vouloir dire différentes choses pour différents chercheurs, mais pour moi, l'approche que je préconise inclut vraiment 4 éléments fondamentaux. D'abord, les projets auxquels je participe adressent les priorités des partenaires autochtones avec lesquels on travaille. Ensuite, les communautés autochtones impliquées participent à la gouvernance des projets à chaque étape du projet de recherche. On décide ensemble de nos objectifs, des méthodes, et puis c'est vraiment un travail fait main dans la main à toutes les étapes. Également, l'interdisciplinarité, incluant les sciences sociales, les savoirs autochtones, également les sciences écologiques, caractérise mon programme. Et finalement, les projets auxquels je participe visent vraiment à renforcer les capacités locales des partenaires autochtones et à impliquer, former les jeunes autochtones, la future génération de chercheurs à la recherche. Je m'étais promis de mettre une photo de forêt au moins dans ma présentation, alors la voici. Ce programme, donc, reflète une priorité d'Environnement et Changement climatique Canada et du gouvernement du Canada en général, comme l'illustre cette citation de notre conseillère scientifique en chef, Dr. Mona Nimmer, qui écrivait récemment dans une lettre adressée au premier ministre qu'il est particulièrement important d'incorporer les savoirs autochtones dans les données scientifiques sur lesquelles le gouvernement fonde ses décisions. Alors, maintenant, on quitte la zone des arbres et on entre en zone arctique. Je propose aujourd'hui de vous raconter une histoire de recherche en 4 chapitres essentiellement. D'abord, je vais mettre la table en posant quelques jalons conceptuels et définir un peu ce que j'entends par la mise en commun des savoirs et vous expliquer aussi pourquoi cette question est pertinente. Ensuite, je vais vous présenter quelques exemples concrets de mise en commun issus de 3 projets de recherche auxquels j'ai participé. Donc, pourquoi est-ce important de parler aujourd'hui de mobilisation des savoirs autochtones et de mise en commun des savoirs en recherche et en gestion environnementale? Eh bien, comme vous le savez, dans le contexte canadien, l'accent accru mis sur les savoirs autochtones observé depuis les dernières années est motivé par un certain nombre de facteurs interdépendants, notamment le processus de réconciliation en cours, également la reconnaissance de droits à l'autodétermination des peuples autochtones, qui inclut un droit à l'autodétermination en recherche et en gouvernance environnementale. L'accent sur les savoirs autochtones aussi reflète des obligations légales de différents paliers de gouvernement de considérer les savoirs en recherche et en gouvernance environnementale. Par exemple, au sein d'Environnement et Changement climatique Canada, les 3 principales lois fédérales qu'on administre mentionnent l'importance des savoirs autochtones. Il y a également à travers le pays, vous envoyez une carte ici, toutes les ententes d'autonomie gouvernementale et les ententes relatives aux revendications territoriales globales qui font une part importante non seulement aux connaissances scientifiques, mais aux savoirs autochtones qui doivent guider la recherche et les décisions. À l'échelle internationale, également l'adhésion du Canada à la Convention sur la diversité biologique et à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones vraiment mettre l'accent sur l'importance des savoirs autochtones pour la protection de la diversité culturelle et biologique. Il y a également un nombre de considérations et avantages pratiques qui motivent l'accent qui est mis sur les savoirs autochtones. Pour moi, c'est une question de gros bon sens. Mobiliser plusieurs systèmes de savoir en recherche peut améliorer notre compréhension des écosystèmes, renforcer la confiance des communautés à l'égard de la recherche et faciliter la mise en œuvre de pratiques de gestion qui sont inclusives. Et finalement, il y a un certain nombre de considérations et responsabilités éthiques qui entrent en jeu. Et j'aimerais donc dire quelques mots maintenant par rapport au contexte éthique de la recherche impliquant les peuples autochtones au Canada. Donc, historiquement, comme vous le savez probablement, la recherche impliquant les peuples autochtones a trop souvent été synonyme d'exploitation et réalisée de façon extractive. Par recherche extractive, j'entends une recherche dont les objectifs n'ont pas été définis en collaboration avec les communautés autochtones concernées, une recherche qui n'a pas non plus bénéficié les partenaires autochtones concernés. Donc ici, issu de la stratégie nationale inuit sur la recherche, j'ai tiré une citation qui illustre bien clairement cette histoire triste, malheureusement, de recherche extractive en milieu inuit.
Donc, depuis trop longtemps, les chercheurs jouissent d'un grand privilège lorsqu'ils passent dans nos communautés et notre patrie en utilisant des fonds publics ou universitaires pour répondre à leurs propres questions sur notre environnement, notre faune, notre peuple. Un grand nombre de ces chercheurs ignorent ensuite les Inuits en tirant des conclusions de leurs travaux pour l'avancement de leur carrière, de leurs établissements de recherche ou de leur gouvernement. Ce type de relation d'exploitation doit cesser. La recherche entre les Inuits et la communauté de recherche foisonne d'exemples d'exploitation et de racisme. Donc, voici une citation très forte qui parle, je pense, de l'importance du déploiement d'un espace éthique en recherche collaborative avec les peuples autochtones, une recherche qui met l'accent sur le respect, le bénéfice mutuel, la réciprocité et la réconciliation. Donc, pour moi, c'est vraiment la qualité des relations qui doit être au cœur de cet espace éthique. Donc, ici, pour toutes les raisons que je viens de mentionner, ce que l'on observe en ce moment, c'est que de plus en plus de chercheurs, de communautés autochtones, de décideurs cheminent ensemble vers une véritable coexistence des savoirs en recherche. Et puis cette figure résume bien en une seule image toute une trajectoire historique qui est en train de s'opérer vers une coexistence des savoirs. Ici, vous voyez 3 archétypes clés qui guident la manière dont on peut envisager différentes formes de sciences et de savoir. Donc, sur la gauche, on a le statu quo, qui est un espace où les sciences occidentales, et par sciences occidentales, j'entends autant les sciences sociales que les sciences naturelles, priment en recherche et guident nos décisions. C'est un espace où seules ces sciences sont acceptées comme valides. Au centre, ici, vous voyez un deuxième archétype où les savoirs autochtones sont considérés, mais malheureusement encore assimilés ou encore intégrés aux sciences occidentales qui demeurent un paradigme dominant pour la recherche et la prise de décision. Et finalement, à droite, vous voyez une approche de coexistence des savoirs où les sciences occidentales et les savoirs autochtones sont considérés comme également importantes et contribuent en parallèle à une compréhension d'un phénomène. Ces savoirs ensemble guident des décisions qui sont spécifiques au contexte. Donc, je pense que c'est vraiment à ce troisième archétype qu'on tend en ce moment et puis dont beaucoup de monde parle. Sur la droite, ici, dans la colonne de droite, je vous présente une définition de ce qu'est la mise en commun des savoirs qui a été publiée récemment dans un article. Vous voyez le lien ici en bas si en savoir plus vous intéresse. Donc, pour nous, la mise en commun ou le tissage des savoirs se réfère à un processus à travers lequel plusieurs types de savoirs sont équitablement, mot important, mis en relation pour participer à un échange réciproque permettant des apprentissages mutuels. Cette notion implique un processus dynamique et évolutif de coproduction à travers lequel l'intégrité de chaque système de savoir est respectée et maintenue. Donc, si la théorie vous intéresse, je vous invite à lire cet article qui est référencé ici. Un brin de terminologie, vous allez m'entendre mentionner dans cette présentation tissage, tressage, mise en commun. Ce sont des termes en anglais qui peuvent être traduits par bridging, weaving and braiding, qui sont beaucoup employés en ce moment dans la littérature pour parler des rapprochements des savoirs qui sont effectués de manière respectueuse. Par opposition au mot intégré, qui est de plus en plus mis de côté, qui a été critiqué parce qu'il connote l'assimilation d'un système de savoir par un autre, par exemple l'assimilation des savoirs autochtones à un système occidental dominant. Donc, dans le contexte de recherche en milieu inuit, mettre en commun les savoirs veut dire effectuer un rapprochement entre les savoirs et les sciences occidentales et l'Inuit Raoimaitukanit, ou bien l'IQ. Donc, pour définir ce qu'est l'Inuit Raoimaitukanit, j'aimerais céder la parole à un groupe de jeunes Inuits du Nunavut qui a récemment publié un article super intéressant sur l'IQ et la manière de rapprocher les sciences et l'IQ de manière respectueuse. Donc, le groupe Ikarvik écrit que l'Inuit Raoimaitukanit est une manière de voir le monde. C'est bien plus que le savoir traditionnel car il incorpore les connaissances, les pratiques culturelles et les valeurs. C'est un mode de vie. L'Inuit Raoimaitukanit porte autant sur la manière dont nous interagissons les uns avec les autres, nos attitudes et nos comportements, que sur l'information dont nous disposons. Donc, ce qui ressort vraiment ici, c'est que l'Inuit Raoimaitukanit est plus qu'une somme de connaissances. L'IQ porte sur la manière dont on interagit les uns avec les autres. Et donc, ce qui est au cœur du processus de mise en commun des savoirs, c'est vraiment les relations entre les chercheurs et les communautés.
L'inclusion des perspectives inuites en recherche doit donc porter autant sur la manière dont la recherche est menée que sur les données recueillies des Inuits. Et puis, pour parler de ça, j'aime bien employer la métaphore du camotique, qui est ce traîneau que vous voyez beaucoup aujourd'hui dans les communautés inuites à travers le Canada. Traîneau qui est tiré par les motoneiges ou encore par les chiens de traîneau. Traditionnellement, ce traîneau était fait de bois de grève, d'os, de peau et de tendons d'animaux. Et de nos jours, si vous observez bien le camotique, comme vous le voyez sur la photo ici, cette technologie aussi inclut certaines composantes en métal, des cordages en fibre, des planches de bois usinées, qui l'ont rendu à travers le temps plus solide et plus résistant. C'est donc une technologie inuite qui a incorporé au fil des siècles des éléments occidentaux. Le processus d'inclusion de ces éléments occidentaux a été mené donc par les Inuits, guidé par les savoirs inuits, et ceci pour le bénéfice évidemment de celui ou celle qui conduit le camotique. Donc je pense que c'est une belle métaphore pour dire qu'en recherche, c'est un processus similaire qui doit se produire. Il doit s'opérer, selon moi, une mise en commun qui est guidée et approuvée par nos partenaires inuits et une mise en commun qui doit être mutuellement bénéfique, pas juste bénéfique pour les chercheurs. Donc maintenant, on passe au deuxième chapitre de cette présentation qui va présenter des exemples de projets qui ont permis une mise en commun des savoirs. Mais avant de me lancer, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les aînés, détenteurs de savoir et partenaires de projets qui ont rendu ces exemples possibles. Ce serait trop long de les mentionner tous. Si vous voulez en savoir davantage, je mets les liens de chaque article que je vais mentionner au fil de mes diapos. Donc, dans le reste de mes présentations, je vais parler au nous, car je garde en tête toujours tous ces partenaires. Le premier exemple dont j'aimerais discuter est un projet de recherche portant sur les savoirs inuits liés à l'ours polaire au Nunavut. Donc, Nanook pour les Inuits en Inuktitut. Nanook est une espèce d'une grande importance pour les Inuits. Au Nunavut, cette espèce joue un rôle clé dans le mode de vie, l'identité, la culture et le bien-être des Inuits. Et comme vous le voyez sur ces images, aujourd'hui, les ours polaires sont récoltés par les Inuits comme source de viande, de nourriture. La peau de l'ours polaire sert aussi à faire des matelas et des vêtements, et c'est une source de revenus lorsque vendue sur le marché international. Les Inuits, au fil des générations, ont donc accumulé de nombreuses connaissances approfondies à propos de l'ours polaire. Et l'importance de Nanook pour les Inuits va bien au-delà de la culture matérielle. En effet, Nanook occupe une place importante dans les mythologies inuites et revêt une signification symbolique forte, qui peut être expliquée, selon moi, par les nombreux parallèles qu'on peut établir entre les humains et les ours. Les humains comme les ours peuvent se tenir debout, construire des abris de neige, tous deux chassent le phoque et tous deux sont dotés d'une prodigieuse intelligence. Bien que les croyances inuites liées à l'ours aient grandement changé depuis la venue du christianisme au nord vers le milieu du 19e siècle, il y a plusieurs valeurs et croyances qui sont toujours fermement ancrées dans les communautés inuites aujourd'hui, comme par exemple, comme l'illustrent ces citations ici à droite, l'importance de toujours se montrer respectueux envers Nanook, de demeurer humble, de partager avec la communauté la viande récoltée lors de la chasse, de ne jamais chasser plus que nécessaire et de reconnaître l'incroyable intelligence et la résilience de Nanook. Maintenant, en matière de cogestion de l'ours au Canada, la mise en œuvre d'accords sur les revendications territoriales ou de traités modernes depuis 1975 a mené à la création de régimes de cogestion pour l'ours polaire. À gauche, ici, vous voyez une carte des traités modernes au Canada et à droite, une carte des 13 sous-populations et unités de gestion pour l'ours polaire. Et quand on compare ces cartes rapidement, la première chose qui nous saute aux yeux, je pense, est que la grande majorité de l'habitat de l'ours polaire au Canada est situé donc au sein des régions où des traités modernes ont été établis. Et dans ces régions, on a des conseils de gestion faunique qui sont les organismes de cogestion responsables de faire des recommandations par rapport à la gestion de l'ours, incluant des recommandations par rapport aux quotas de chasse des Inuits. Ces recommandations doivent être faites sur la base des meilleures connaissances disponibles et ceci inclut à la fois donc les savoirs inuits et les sciences occidentales. Il y a en ce moment un besoin de documenter le savoir inuit de manière à informer et à soutenir le processus de cogestion et notre projet de recherche sur Nanook participe de cet effort.
Notre objectif principal était donc de recueillir et documenter l'Inuit Raoimaituqanit au sujet de l'importance culturelle, de la santé et de la gestion de l'ours au sein de 3 communautés inuites du Nunavut afin de soutenir la prise de décision spécifiquement pour la population d'ours polaires du détroit de Davis. Notre étude était spécifique à la population du détroit de Davis, représentée dans le polygone en jaune ici sur cette carte. Il y a maintenant 15 communautés inuites provenant de 3 régions distinctes qui récoltent l'ours au sein de cette sous-population. Et les communautés de Kimirut, Pangnirtung et Iqaluit, illustrées par les 3 petites étoiles ici, sont les communautés du Nunavut qui chassent les ours de cette sous-population et c'était les communautés impliquées dans ce projet. Donc, comme je l'ai mentionné, mettre en commun les savoirs passe avant tout par les relations entre les parties prenantes et les membres d'un projet et par l'échange. Donc, pour nous, à la base, ce qui était très important, c'était de réunir une équipe diversifiée qui pouvait soutenir ce processus de mise en relation et d'échange. Donc, au sein de notre équipe, on avait 4 chercheurs gouvernementaux et 4 co-chercheurs basés dans les communautés participantes. C'était également important de s'assurer que les valeurs et les objectifs des communautés inuites guident le processus de recherche. Donc, il y avait 2 associations de trappeurs et de chasseurs issus de 2 communautés qui étaient des partenaires de recherche et qui ont participé à l'élaboration du processus de recherche à chaque étape. On a eu plusieurs rencontres au cours des 8 dernières années. Certaines se sont passées en mode virtuel en raison de la pandémie, d'autres en personne. Et puis, ça a été vraiment un avantage compte tenu de tout ce qui s'est passé, de l'impossibilité de se déplacer sur le territoire au cours des dernières années, de pouvoir compter sur des partenaires solides au sein des communautés pour faire avancer le projet. Donc, à un niveau conceptuel, on a exploré les multiples dimensions de l'Inuit Raoimaituqanit au sujet de l'ours polaire, incluant l'importance culturelle, la gestion de l'ours et les observations écologiques ou indicateurs de santé. En ce qui a trait aux observations écologiques, notre objectif était de documenter toutes les observations des experts inuits susceptibles de nous renseigner sur la santé de la population. Donc, pour ce faire, une première étape pour nous était d'abord d'identifier les indicateurs de santé employés par les experts inuits et aussi d'identifier les indicateurs employés par les biologistes. On a pu ensuite combiner ces 2 types d'indicateurs pour identifier lesquels il serait pertinent d'explorer avec les experts inuits. Donc, au niveau de la documentation des observations écologiques, on s'est concentré sur les indicateurs de santé suivants, soit la condition physique des ours, l'abondance et la répartition, la démographie, la mortalité et les maladies, le comportement, l'habitat et les proies. Vraiment pour avoir un portrait holistique de la santé des ours au niveau individuel et au niveau global de la population ainsi que de l'habitat. Donc, dans notre étude, c'était aussi très important pour nous de prêter une attention toute particulière à la portée spatiale et temporelle des observations offertes par les experts inuits. Je pense que c'est là un élément fondamental qui nous permet de favoriser une comparaison entre les données produites par les biologistes et les observations des experts inuits. On a donc documenté les observations écologiques faites par les experts inuits entre 1940 et 2019. Et pour favoriser une comparaison avec les données des biologistes, on a recueilli des informations à propos de 4 périodes particulières qui reflétaient les moments où 4 inventaires scientifiques par survol aérien ont été réalisés pour la population du détroit de Davis. Je vais aussi mentionner que notre étude a été faite au même moment où un inventaire scientifique était réalisé. Donc, d'emblée, notre objectif était vraiment de s'assurer qu'on puisse élaborer un projet qui nous permette de tisser des liens avec cet autre projet scientifique qui était réalisé par les chercheurs, par les biologistes. Donc, un autre élément, au fil du temps, on a développé des cartes, comme vous le voyez ici, pour comprendre comment les experts inuits utilisaient le territoire au fil du temps. Et encore une fois, ceci nous a permis de mieux comparer nos résultats avec ceux des inventaires scientifiques qui sont typiquement réalisés, comme vous le voyez ici sur la carte de droite, à une échelle spatiale qui est beaucoup plus vaste. Donc à gauche, les 2 cartes vous montrent l'étendue spatiale des observations des experts inuits. Vous voyez que les polygones colorés sont vraiment concentrés dans un rayon environ de 250 km autour des communautés, versus les données scientifiques qui sont vraiment là colligées sur un territoire beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc, on parle un peu de choses différentes quand on veut comparer les résultats.
Maintenant, pour documenter l'IQ, on a employé des méthodes mixtes qui combinaient des techniques qualitatives et quantitatives. On a documenté les perspectives d'un total de 35 experts inuits au sujet de l'ours, incluant des hommes et des femmes, en menant un processus de documentation en 3 phases. Lors de la première phase, on a réalisé des entrevues individuelles pour éliciter de l'information qualitative détaillée sur des thèmes spécifiques. Et cette information nous a servi de base pour élaborer les entrevues de groupe qui ont suivi. On a réalisé des entrevues de groupe pour vérifier et approfondir les informations déjà documentées et de manière importante pour recueillir de l'information quantitative supplémentaire. Lors de la troisième phase, on a organisé des sessions de validation pour s'assurer que nos interprétations soient robustes et surtout nous assurer que les experts inuits interrogés se sentaient bien confortables avec la manière dont on représentait leur savoir dans nos résultats et dans nos rapports. Les aînés qui partageaient leur histoire n'étaient pas nécessairement habitués à voir leurs histoires représentées sous forme de graphiques, sous forme de résumés chiffrés. Donc, pour nous, c'était absolument essentiel de faire un retour à la communauté pour s'assurer que ce qu'on faisait était approprié culturellement. Et lors du processus d'entrevue, surtout lors de nos entrevues de groupe, on a employé plusieurs techniques et exercices qui nous ont permis d'obtenir de l'information quantitative et visuelle. Par exemple, la cartographie participative, vous voyez certaines photos ici, l'utilisation de calendriers saisonniers, la chronologie événementielle et l'empilage proportionnel. Vous voyez ici l'empilage proportionnel avec des haricots dans les photos qui sont présentées ici. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler plus de cette technique parce que je pense qu'elle a un fort potentiel pour permettre un dialogue entre les données issues des sciences biologiques et les savoirs des experts autochtones. Donc, voici comment cette technique fonctionne. On emploie d'abord un volume fixe de compteurs. Dans notre cas, c'était principalement des haricots secs comme unité de mesure. Une pile de haricots peut représenter n'importe quoi. Par exemple, le nombre total d'ours observés au cours d'une période donnée. Ensuite, une question spécifique est posée à un groupe d'experts et le groupe doit collaborer et discuter en faisant bouger les piles de haricots pour séparer les compteurs de manière proportionnelle pour répondre à la question qui est posée. Et ensuite, lorsque les participants se mettent d'accord sur leur réponse, eh bien, les compteurs sont mesurés et des pourcentages sont générés. Donc, la meilleure manière d'expliquer ceci, c'est de vous offrir un exemple. On a demandé ici aux experts inuits de représenter la proportion des ours observés montrant 5 types de conditions corporelles au cours de 3 périodes spécifiques. Donc, les 5 types étant très maigre, maigre, moyen, gras et très gras, comme vous le voyez sur le diagramme ici. Et puis, on a ensuite converti les piles de haricots qu'ils avaient formées pour chaque type de conditions corporelles pour chaque période en diagramme à bande. Ici, on voit que les experts ont participé à des entrevues. Les experts qui ont participé à des entrevues de groupe à Kimirut montrent que 90% des ours observés entre 90 et 2019 montraient un bon état de condition corporelle. Toutefois, ce qu'on voit aussi sur cette figure, c'est que pendant la période 2016-2019, il y a eu un transfert de quelques points de pourcentage de la catégorie gras à moyen comparativement à 2005, ce qui suggère donc un léger déclin dans la condition corporelle des ours observé au cours des dernières années. Ce résultat pour nous était vraiment important parce que la condition corporelle de l'ours polaire est un indicateur utilisé à la fois par les experts inuits et par les biologistes pour évaluer la santé d'une population. Donc, des résultats chiffrés comme ceux-ci permettent de complémenter les perspectives qualitatives détaillées qu'on a pu documenter au moyen d'entrevues individuelles. Puis, je veux mettre l'accent là-dessus, c'est très important non seulement de présenter ces chiffres-là, mais de présenter les narratifs, les histoires qui amènent beaucoup plus de contexte à ces chiffres. Une partie importante de nos efforts analytiques était aussi concentrée à comprendre les tendances relatives à l'abondance à l'intérieur de notre aire d'étude, parce que l'abondance est un paramètre de santé clé qui sert notamment à déterminer les quotas de chasse. Pour la population d'ours du détroit de Davis, les inventaires scientifiques à date ont été effectués de manière sporadique, comme vous le voyez ici à gauche. Les 2 derniers inventaires ont été réalisés au milieu des années 2000 et il y a 5 ans environ, situant la population environ 2000 individus.
Dans les années 70 et 90, il y avait aussi eu des efforts déployés pour estimer l'abondance par les biologistes. Toutefois, les méthodes employées n'étaient pas comparables à celles utilisées dans les dernières années, ce qui rendait l'établissement d'une tendance historique claire assez difficile en matière d'abondance du point de vue des biologistes. Maintenant, avec notre étude, c'est possible d'avoir un meilleur portrait de la situation grâce aux observations des experts inuits. Encore une fois, à Kimirut, grâce à des exercices ciblés d'empilage proportionnel, on a pu générer une courbe de tendance qui démontre une augmentation de 73% de l'abondance relative des ours depuis les années 70. Et puis ce résultat quantitatif fait bien écho aux témoignages qualitatifs recueillis, comme vous le voyez dans la citation qui est présentée à droite. Nos 35 experts interviewés ont tous sans exception mentionné une augmentation de l'abondance des ours observés depuis les années 70 dans les endroits où ils avaient fait leurs observations et voyagé. Donc, dans notre étude, en plus de documenter des observations écologiques, on a aussi recueilli les perspectives des Inuits sur la gestion de l'ours. Et ces perspectives, je pense, sont vraiment importantes pour favoriser l'inclusion des voix des Inuits dans les discussions liées à la gestion. Par exemple, tous les experts interrogés sans exception se sont dit préoccupés en raison de l'accroissement des interactions observées entre les humains et les ours polaires. Comme vous le voyez ici sur ces photos, dans les dernières années, les ours près des communautés ont souvent endommagé les camps de chasse, les caches de viande ou encore parfois les ours se nourrissent dans les décharges publiques situées près des communautés. Et puis ça pose des préoccupations particulières liées à la santé publique. Donc, ce que les témoignages recueillis ont mentionné avec force lors des entrevues, c'est que le grand défi pour la gestion de l'ours polaire dans les prochaines années va être d'adresser les préoccupations des Inuits liées à la santé publique tout en s'assurant que les ours demeurent présents pour les générations futures. Donc, à travers ce projet, je pense qu'on a tenté de mettre en commun les savoirs inuits et scientifiques essentiellement de trois manières. D'abord, en développant des méthodes innovantes, mixtes, pour favoriser un dialogue interculturel. Ensuite, en soulignant l'importance de bien comprendre les échelles spatiales et temporelles des observations des Inuits pour favoriser un rapprochement avec les données issues des méthodes des sciences biologiques. Et finalement, en développant un processus de recherche participatif ancré dans la prise de décision et la coproduction des savoirs, ça a été possible de mettre en commun les savoirs, je pense, d'une manière qui soit dirigée par nos partenaires inuits, qui soit inclusive et respectueuse. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, notre rapport de projet final, qui fait plus d'une centaine de pages, est maintenant disponible en ligne. Et puis, vous avez ici la référence complète. Donc, ceci termine ce chapitre des ours polaires dans l'histoire d'aujourd'hui. Je vous amène maintenant dans un deuxième projet bien différent du premier qui va porter sur les oies blanches, Kangut en Inuktitut. Donc, c'est un projet débuté il y a maintenant 7 ans, né de préoccupations exprimées par les biologistes, les Inuits et les gestionnaires de la faune. Depuis les années 50, on a observé une croissance spectaculaire des populations d'oies blanches qui nichent dans l'Arctique canadien en période estivale. Vous voyez sur la figure à gauche en rouge les principales colonies d'oies blanches dans l'Arctique canadien. Et ces populations sont passées de moins d'1 million d'individus il y a environ 50 ans à plus de 20 millions aujourd'hui. Donc, cette croissance spectaculaire s'explique principalement par l'intensification de l'activité agricole dans les aires d'hivernage de l'oie aux États-Unis. Les oies se nourrissent dans les champs l'hiver et arrivent donc bien grasses, prêtes à se reproduire dans l'Arctique l'été venu. Et puis ceci, malheureusement, a eu des impacts significatifs sur la végétation arctique, comme vous le voyez sur la photo de droite, où une clôture a été érigée pour protéger la végétation. Et cette photo a été prise environ 15 ans après qu'on ait implanté ces clôtures et on voit la différence assez drastique entre le couvert désertique autour de la zone qui avait été protégée. Donc, face à ces impacts sur le territoire, Inuits, scientifiques et gestionnaires se sont tous posé la même question. Donc, que faire de toutes ces oies? Comment gérer une espèce
qui est désormais désignée comme surabondante au Canada et aux États-Unis. Alors, l'objectif de notre projet était donc de répondre à cette question, que faire de toutes ces oies? Et pour y répondre, on a décidé donc de mobiliser, de documenter le savoir inuit au sujet de l'oie blanche pour appuyer sa gestion dans l'est de l'Arctique canadien. Nos objectifs spécifiques étaient de documenter le savoir inuit à propos de l'impact des oies sur l'habitat, d'identifier des stratégies de gestion de l'oie qui adressent les priorités et les préoccupations des Inuits, et également d'encourager la mise en commun des savoirs pour formuler des recommandations de gestion. Donc, ce projet a été mené en partenariat entre Environnement Changement Climatique Canada et différentes organisations inuites basées à Coral Harbour et Arviat au Nunavut dans la région du Kivalliq. La première chose qu'on a réalisée en débutant le projet, ça a été de mettre sur pied des comités de projet dans chaque communauté qui ont participé à la prise de décision à chaque étape du projet, allant de la rédaction conjointe de demandes de subventions jusqu'au partage final des résultats. Un autre élément important, tôt dans le processus de projet, a été l'embauche de 4 jeunes Inuits à qui on a offert de la formation en recherche qualitative. Et par la suite, ces jeunes ont pu participer à la collecte de données, mais aussi à l'analyse des données, au partage de résultats. Et ça a été vraiment une opportunité d'apprentissage pour tous. Lors de la phase de planification, nos partenaires se sont aussi entendus sur les modalités de partage et de protection du savoir inuit. Donc, comment ces connaissances pouvaient être utilisées, diffusées et aussi stockées physiquement. Et pour ce faire, on s'est inspiré des principes de PCAP, donc de propriété, contrôle, accès et possession, qui reconnaissent le droit des peuples autochtones à la souveraineté de leurs données. Donc, lorsque notre infrastructure de projet a été véritablement mise en place, un processus qui a pris plus de 2 ans, on a réalisé des entrevues avec 41 experts inuits au sujet des oies. Les entrevues portaient sur l'écologie de l'oie, l'impact sur les écosystèmes, mais aussi sur l'importance culturelle des oies pour les Inuits et les actions que les membres des communautés participantes souhaitaient entreprendre pour mieux gérer l'hyperabondance de l'oie blanche. En plus des entrevues, comme vous le voyez sur les photos ici, on a aussi réalisé des visites de sites. En rétrospective, je pense que ces visites de sites avaient vraiment une grande valeur puisqu'elles nous ont permis de tisser des liens et de mettre en commun les connaissances. Pour les chercheurs venus du Sud qui étaient membres de notre équipe de projet et pour les jeunes chercheurs inuits, ces visites étaient vraiment une occasion unique de se familiariser avec le territoire auprès des chasseurs et des aînés qui étaient plus expérimentés. Donc, après que nos données d'entrevue étaient recueillies et analysées, l'étape suivante a été pour nous de valider nos résultats préliminaires avec les participants et les communautés de projet, les comités de projet, pardon, afin de s'assurer qu'on ait bien compris ce que les gens nous avaient dit. On a présenté, comme vous le voyez ici, nos résultats sous forme de cartes et aussi sous forme de rapports dans les 2 communautés participantes. On a aussi employé des rencontres communautaires animées par des aînés participants au projet, des discussions en petits groupes, des émissions de radio pour discuter de nos résultats et les peaufiner avec les communautés. Et avant de partager nos résultats avec quiconque hors des communautés de Coral Harbour et d'Arviat, c'était vraiment prioritaire pour nous d'abord de nous assurer que les comités de projet et les 41 participants aient en main nos résultats et qu'ils soient confortables avec ceux-ci. Donc, lorsqu'on a eu terminé de partager les résultats avec les communautés participantes, la dernière grande étape du projet pour nous a été d'organiser un atelier portant sur la gestion de l'oie. Cet atelier s'est tenu en 2019 à Winnipeg et réunissait 36 participants, incluant des représentants d'organisations inuites, des représentants du gouvernement territorial et fédéral, des aînés et des chasseurs des communautés ayant participé au projet. L'atelier réunissait aussi des biologistes et évidemment des chercheurs en sciences sociales. Donc, lors de l'atelier, on a présenté aux participants les recommandations de gestion de l'oie des neiges identifiées par les Inuits, les experts Inuits, lors des entrevues, ainsi que par nos comités de projet. L'atelier a duré 3 jours
Et ces recommandations issues des communautés ont été explorées et discutées par tous les participants. Au fil de cette exploration, les participants ont été en mesure de discuter vraiment dans le détail la faisabilité de 4 options de gestion et aussi d'identifier un objectif de gestion commun qui n'était pas une chose simple à réaliser pour Loi Blanche. Et donc, vous voyez ici en bas en gris dans les 4 cercles, les 4 options de gestion explorées en détail et retenues, soit l'accroissement d'une récolte non commerciale, la mise en œuvre d'une récolte commerciale, l'accroissement des opportunités de chasse et de tourisme, et finalement la réalisation de recherche et de surveillance menées par la communauté. Donc ici à gauche, vous voyez quelques photos tirées de cet atelier. Vous voyez ici qu'en plus de présentations et de discussions en petits groupes, notre atelier incluait aussi des moments de détente en canot de voyageurs, des jeux aussi inspirés des traditions culturelles inuites. Et je pense que ces moments étaient vraiment appréciés des participants et importants pour permettre à tout le monde de tisser des liens dans un contexte plus informel et ce qui a favorisé après vraiment le travail un peu plus sérieux en groupe. Donc, pour en savoir davantage, je vous invite à lire l'article qui a été publié à propos de ce projet. La citation est présentée ici. Et également à visiter notre site internet de projet au www.canut, donc oisblanche.ca. Maintenant, je vais tenter ici de résumer quelques éléments clés du projet Canut par rapport à la mise en œuvre, la mise en commun des savoirs. D'abord, je pense que ce projet nous offre un bel exemple de recherche partenariale qui soutient un modèle de cogestion ascendant pour Loi Blanche, donc fondé sur les priorités de gestion identifiées par les communautés, les partenaires inuits. Ensuite, un autre élément clé est qu'il a été pour nous important très tôt dans le processus de projet de reconnaître les erreurs du passé commises par le gouvernement fédéral, d'écouter nos partenaires inuits, d'en discuter pour pouvoir ensuite avancer sur des bases collaboratives solides. En effet, la toute première loi concernant la Convention sur les oiseaux migrateurs, signée par le Canada en 1917, interdisait carrément aux Inuits de chasser l'oie blanche au printemps et d'en collecter les œufs, sauf en cas de famine, ce qui bafouait évidemment les droits de récolte des Inuits. Depuis, heureusement, la loi a été amendée. Les droits de récolte ont maintenant été reconnus et protégés. Toutefois, nos partenaires éprouvaient toujours, et avec raison, beaucoup de rancœur face à ce que le gouvernement avait fait dans le passé. Donc, ça a été très important, très tôt en début de processus, de discuter de tout ceci pour vraiment être capable d'aller de l'avant avec le projet. Et finalement, sur une note plus positive, ce qui ressort de ceci est la forte complémentarité qu'on a pu observer entre les savoirs inuits et scientifiques au cours du projet. Par exemple, ce qu'on a observé, c'est que les connaissances inuites au sujet des oies s'étalaient sur une période beaucoup plus longue que les données scientifiques disponibles des biologistes. En contrepartie, l'étendue spatiale des connaissances inuites était parfois plus limitée que celle des données scientifiques. Donc, on a vraiment pu obtenir un portrait plus complet de la situation en combinant les savoirs. Maintenant, le dernier exemple que j'aimerais brièvement vous présenter aujourd'hui est un projet vraiment bien différent des deux autres qui a consisté à effectuer une revue de littérature systématique de la recherche qui a tenté de tisser les savoirs autochtones et les sciences écologiques pour comprendre et gérer les écosystèmes au Canada. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui est que la littérature qui tente de mettre en commun ou de tisser les savoirs autochtones et les sciences écologiques est vraiment très vaste. Depuis quelques années maintenant, on a observé une prolifération des études de cas localisées qui rassemblent différents systèmes de savoir, mettent en lumière diverses espèces, habitats et écosystèmes, et ce, à l'échelle mondiale. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces études de cas pour informer la pratique. Toutefois, le défi un peu auquel on se confronte est que ces exemples sont éparpillés dans le labyrinthe de la littérature. D'où l'idée de notre projet de carte systématique lancé en 2019 qui visait à identifier le qui, le quand, le quoi et le comment des initiatives de recherche environnementale qui ont cherché à tisser les savoirs au Canada. Donc, notre objectif était d'examiner l'étendue, la portée et la nature des études de cas publiées
qui tisse les savoirs autochtones et les sciences écologiques occidentales en recherche, surveillance et gestion environnementale au Canada. C'était un projet d'une ampleur assez grande qui a réuni 12 partenaires institutionnels, dont vous voyez les logos ici, et plus de 24 chercheurs et étudiants à travers le pays. C'était une initiative co-dirigée par Pêche et Océan Canada et Environnement et Changement climatique Canada. Et notre carte systématique a été réalisée en 3 étapes. Soit d'abord, on a fait une carte des écosystèmes côtiers et marins. Ensuite, on s'est attaqué aux écosystèmes d'eau douce. Et finalement, on est en train de finaliser une carte des écosystèmes terrestres. On a fait cette revue en 3 volets parce que c'était juste trop gros de vouloir tout faire d'un coup. Donc, en termes de notre processus, d'abord, en 2019 et 2020, on a publié notre carte des écosystèmes côtiers et marins. Ensuite, en 2021, on a procédé à la publication d'une carte portant sur les écosystèmes d'eau douce. Et finalement, c'était en 2021 aussi, on a publié notre protocole de recherche pour les écosystèmes terrestres et on est en voie maintenant de finaliser, de développer un manuscrit qui va présenter les résultats de notre carte pour le milieu terrestre. Je pense que c'est une carte qui va être d'intérêt particulier pour certains d'entre vous aujourd'hui, puisqu'elle va inclure tous les exemples de cas de recherche qui visent à tisser les savoirs en milieu forestier. Donc, au total, on a 322 études de cas qui ont été analysées au fil de cette revue systématique. Donc, comme on le voit ici à gauche, le processus de réalisation d'une revue systématique de la littérature consiste essentiellement à faire passer au tamis fin plusieurs articles pour être en mesure de retenir et d'analyser ceux qui nous intéressent en fonction de critères bien définis. Le schéma de droite ici illustre notre processus général de revue systématique. Donc, en phase de recherche d'articles, on a repéré plus de 40 000 articles en effectuant des recherches dans 4 bases de données différentes et plusieurs sites web spécialisés en employant des chaînes de mots-clés standardisées. En phase de présélection d'articles, nos résultats de recherche ont été examinés en 2 étapes. D'abord, on a lu le titre et le résumé de nos 40 000 articles pour réduire le nombre d'articles d'intérêt à 1200. Par la suite, on a fait une revue du texte intégral de tous ces articles, ce qui nous a amené à une présélection d'environ 500 articles. À cette étape, un critère d'inclusion très important a été appliqué pour nous permettre de retenir les études de cas finales. Pour des raisons pratiques, on a décidé de retenir ici que les études qui tissaient ensemble les savoirs autochtones et les données issues des sciences écologiques ou naturelles. Finalement, donc en phase de synthèse, on a retenu 322 études de cas sélectionnées et analysées. En phase de recherche, je voulais simplement mentionner que vous voyez ici les chaînes de mots-clés qui ont été employées en anglais, donc pour faire des recherches dans différentes bases de données. Ces chaînes de mots-clés incluaient 3 types de termes employés, donc des termes liés aux savoirs autochtones, des termes liés aux espèces et aux habitats, et des termes liés à la mise en commun des savoirs. Les études de cas qui ont été retenues ont ensuite été codées à l'aide d'un questionnaire standard. Ce questionnaire était conçu de manière à recueillir des renseignements descriptifs liés à 6 catégories générales. Je vais donc brièvement vous les présenter en vous montrant quelques résultats issus de nos différentes cartes. D'abord, on a recueilli des renseignements de nature bibliographique, donc année de publication des études, type de publication, est-ce qu'il s'agissait d'articles revus par les pairs, de thèses ou encore de littérature grise. On a aussi prêté une attention particulière à la présence d'auteurs, de chercheurs autochtones ou de représentants autochtones au sein des co-auteurs des études. On a également mis de l'avant et cherché à représenter l'endroit au Canada où les études avaient été réalisées, donc divisées par province, par territoire autochtone et représentées sous forme de carte, comme vous le voyez ici. On a également beaucoup exploré l'objet et la portée de ces études, incluant le type d'études. Est-ce qu'il s'agissait d'initiatives de recherche ou encore d'initiatives de tissage de savoir dans des initiatives de gestion, de prise de décision et de gouvernance.
Comme vous le voyez en bas, par exemple, ici, on a représenté le type d'espèces qui étaient étudiées dans différentes régions. Donc, on voit ici qu'en Colombie-Britannique, par exemple, la question du saumon, cette étude portait sur le saumon, était vraiment un sujet qui avait vraiment fait couler beaucoup d'encre. On a aussi exploré les méthodes et les méthodologies employées dans différentes études, comme le démontre ce diagramme de Sankey ici. Une chose que j'ai trouvée personnellement très intéressante est qu'on a été capable de faire ressortir les méthodes de documentation des savoirs autochtones qui étaient vraiment ancrées dans les cultures autochtones, par exemple l'utilisation de cercles de parole, ou encore les méthodologies de recherche autochtones, par exemple l'approche de la double vision employée en milieu Mi'kmaq. Et également, on a fait une analyse approfondie de la participation des communautés et partenaires autochtones et du rôle des savoirs autochtones à chaque étape des projets de recherche, et ces résultats vont être disponibles sous peu, je l'espère. Finalement, on a recueilli de l'information à propos des détenteurs de savoir autochtones, donc l'âge des détenteurs de savoir qui avaient participé aux études, leur genre, si c'était aussi des aînés et de quel groupe autochtone ils faisaient partie. Donc, les prochaines étapes dans ce projet, on est présentement en train d'effectuer plusieurs revues régionales. Par exemple, une revue régionale des études de cas publiées dans l'Arctique, une autre pour les sables bitumineux. On réalise aussi certaines revues thématiques, donc une revue détaillée, par exemple, de toutes les méthodes qui ont été employées pour le tissage des savoirs, et une autre qui vient d'être publiée en fait ce matin, qui plonge dans toutes les études en écotoxicologie et en santé de la faune. Vous voyez le lien présenté juste ici. On effectue aussi certaines revues critiques en ce moment qui explorent les pratiques de tissage à chaque étape du processus de recherche. Et puis, toutes ces revues vont aller donc beaucoup plus loin que ce processus de cartographie générale qui, selon moi, est important, mais explore vraiment à ce stade juste la surface. Et finalement, je pense que je voulais mentionner cette initiative qui va peut-être être d'intérêt pour vous. C'est la création d'un portail web interactif à laquelle on travaille depuis maintenant 3 ans. Toutes les études de cas identifiées dans notre projet de carte systématique vont être rendues publiques au moyen d'un portail web interactif qui va être lancé dans la prochaine année sur le site Internet du gouvernement du Canada. C'est une initiative menée par Pêche et Océan Canada en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada. Et à travers ce portail qui a été co-développé avec nos partenaires autochtones, il va être possible pour le public, les chercheurs, les communautés autochtones de naviguer à travers les études de cas et d'en apprendre plus en fonction des intérêts de chacun. Vous voyez ici une impression d'écran tirée de ce portail, du moins de sa version préliminaire. Donc, éventuellement, il va être possible aussi pour les utilisateurs de soumettre leur propre projet pour vraiment en faire un outil interactif. Donc, l'objectif ultime de notre portail est d'accroître la recherche interdisciplinaire qui vise à tisser les savoirs, de favoriser une sensibilisation à diverses cultures, formes de savoir et méthodes de recherche, et finalement de renforcer les partenariats entre les communautés et les chercheurs. Donc, en résumé, la présentation que j'ai montrée aujourd'hui, je crois, illustre bien la centralité des relations et l'importance du travail partenarial avec les communautés autochtones pour tisser les savoirs de manière respectueuse. Un autre élément clé, je pense, qui ressort de tous les exemples que j'ai mentionnés est l'importance de l'implication des partenaires autochtones dans tous les aspects de la gouvernance de leur savoir à chaque étape des projets de recherche. Et finalement, comme la métaphore du camotique nous les illustre si bien, j'espère vous avoir convaincu que le dialogue aujourd'hui entre les savoirs est à la fois nécessaire et bénéfique. Donc, en terminant, j'aimerais vous remercier, vous dire Nakormik. Et puis, vous avez ici mon courriel. Il me ferait plaisir d'entrer en contact avec vous si ces projets vous intéressent. Et puis, il va me faire plaisir maintenant de prendre quelques questions s'il nous reste du temps. Merci beaucoup, Dominique, pour cette excellente présentation.
Pour ceux et celles qui sont joints à nous tardivement, mon nom est Raed El Ferjani et j'animerai la période des questions. Avant de débuter, j'ai des messages d'intérêt et quelques règles d'usage à partager. Vous pouvez tous maintenant activer votre vidéo. Une session de formation continue, notamment en lien avec sur la formation obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec. L'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous trouverez dans le chat, que le code d'activité est maintenant intégré dans le lien. Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix. Il y a deux façons de poser votre question. Clic droite de votre nom dans la liste des participants, sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons que vous posiez une question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance à tous de poser leurs questions. Si vous préférez poser votre question par utilisez la sélectionnez l'icône en forme de bulle à droite pour l'enlever si ce n'est pas déjà fait. Nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous présentez. La période des questions est maintenant commencée. Oui, j'ai une question de Bruno Drolet. Bonjour, Bruno Drolet du Service canadien de la faune. Je suis responsable de la conservation des oiseaux forestiers. Bonjour Dominique, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Dans ta présentation, j'ai pas entendu la distinction qu'on semble faire de nos jours entre les connaissances opérationnelles, les connaissances traditionnelles, plus spirituelles, culturelles, et différentes approches qui pourraient être associées à cette dichotomie-là. C'est-à-dire que dans des formations qu'on a eues à Environnement Canada, on mentionnait qu'il faut d'abord être capable de recevoir les connaissances traditionnelles plus spirituelles et culturelles, mais que pour les connaissances opérationnelles, bon, outre tous les aspects de partenariat, il n'y avait pas, c'était beaucoup plus facile d'être en relation avec les communautés pour obtenir et mettre en partage de cette connaissance-là. Est-ce que c'est une dichotomie que tu reconnais dans tes travaux? Oui, ben d'abord, bonjour Bruno, puis merci beaucoup, on se connaît. Merci beaucoup pour cette question, ce commentaire qui, je pense, pointe du doigt quelque chose de très, très important, à savoir que les savoirs autochtones sont évidemment des savoirs aux dimensions multiples, donc qui incluent des observations écologiques, ce que tu décris comme des observations ou des connaissances opérationnelles, mais ça inclut aussi des valeurs, des aspects spirituels. Donc, c'est vraiment des savoirs qui sont à multifaces, à multiples faces. Et je pense que comme tu l'as mentionné, souvent ce qui vient à l'esprit des chercheurs, des biologistes en particulier, c'est tout l'aspect observationnel, donc des observations écologiques qui sont réalisées par les détenteurs de savoir, qui sont souvent plus faciles d'accès en fonction de nos formations comme chercheurs, où on est habitué à récolter les faits, récolter les observations. Toutefois, moi, ce que j'entends des partenaires avec lesquels je travaille, c'est que c'est important, quand on parle de connaissances autochtones, de considérer ces connaissances dans leur globalité, pas juste donc se fier ou se baser sur ces observations écologiques, mais vraiment de considérer aussi l'importance culturelle des espèces pour la communauté, puis l'aspect spirituel des relations entre les peuples autochtones et différentes espèces. Donc oui, dans mes travaux, souvent je trouve que c'est l'aspect factuel qui est le plus facile à toucher du doigt.
Maintenant, l'aspect spirituel, je pense que pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance. Il faut que les chercheurs soient prêts à accueillir ces savoirs-là. Et puis ça, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus parfois précieux, caché ou difficile à partager. Et puis, c'est pas non plus toujours possible de présenter ces résultats-là. Il faut s'assurer que les communautés soient d'accord avec le partage de différents aspects de leur tradition. Donc oui, c'est quelque chose que je rencontre. Et puis aussi, oui, c'est quelque chose que j'entends, que c'est important de considérer les savoirs dans leur globalité. Je sais pas si ça répond à ton commentaire, ta question. Du moins, j'ai essayé. Merci. Bien, en fait, c'est juste qu'on n'est pas des anthropologues, alors on n'est pas habitué de faire des entrevues sur ces questions-là. On est des biologistes, alors peut-être qu'il faut travailler en multidisciplinarité là, pour atteindre ces buts-là. Merci. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Puis c'est là où je vois que le rôle de l'anthropologie, de la géographie, des sciences sociales a vraiment une place importante. Puis aussi le rôle des chercheurs basés dans la communauté qui, eux, sont bien au fait de toutes les facettes de leur savoir. Merci. De rien. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez poser vos questions aussi. Véronique a une question. Oui, bonjour, mon nom est Véronique Maltais. Je suis agente d'échange de connaissances et de mobilisation autochtone au Centre de foresterie des Laurentides. D'abord, vraiment un énorme merci, Madame Henry, pour votre présentation. C'était très, très intéressant. J'aurais aimé que vous nous parliez un peu de plus en plus, au sein de l'appareil gouvernemental, on entend parler de l'importance d'avoir des ententes de collaboration avec nos partenaires autochtones. Puis, on se rend compte aussi comment ça peut être lourd, je vais le dire comme ça, administrativement parlant. Puis, en fait, j'aurais aimé vous entendre sur votre vécu, si vous avez l'habitude d'établir des ententes de collaboration, mais aussi plutôt comment c'est perçu par vos partenaires, puis comment vous abordez cette question-là. Puis, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant, mais il y a toute la notion de comment vous interagissez aussi avec vos partenaires au niveau de la gestion de la propriété intellectuelle, des données. Donc, toute cette grosse boîte noire-là, souvent qui peut peut-être nous épeurer un peu. Oui, merci beaucoup, Véronique, pour cette question qui est très vaste. Je vais tâcher d'y répondre de manière concise. Oui, ça peut sembler épeurant, l'ampleur de la tâche. Les projets que je vous ai présentés, c'est pas un hasard si ce sont des projets qui sont déroulés sur des périodes de 6 habitants puis qui sont même pas terminés encore. Je pense que la recherche partenariale prend énormément de temps, énormément de capacité, de dévouement pour être bien faite. En fait, selon moi, c'est impossible de faire autrement. Qu'en y dédiant beaucoup d'efforts et puis en prenant le temps de vraiment bien s'asseoir avec les partenaires, puis à développer des ententes de recherche vraiment de manière itérative en fil de projet. Tu sais, selon moi, c'est pas juste de débuter, d'établir une entente, de faire nos trucs, puis de terminer. Non, c'est d'établir les bases. Qu'est-ce que ça veut dire, le partenariat? Qui prend les décisions? Comment on va partager les données? Donc, de commencer avec ça en début de processus. Puis souvent, c'est juste à la fin, parfois, qu'on arrive, par exemple, à signer une entente finale pour le partage des données. Dans le cas du projet d'ours polaire, on a commencé à parler de propriété intellectuelle presque au jour 1 et notre entente finale de partage des données n'a été signée que l'été passé. Parce que avant de pouvoir signer, ben, les gens voulaient savoir dans les communautés, mais de quoi on parle exactement? Quelles sont ces connaissances qui vont être documentées? Donc, de quelle protection ces connaissances ont-elles besoin? Je sens en ce moment qu'au sein de l'appareil gouvernemental, il y a un certain flou administratif ou un flou juridique par rapport à la manière dont on doit reconnaître la propriété intellectuelle, gérer les données. Est-ce que, par exemple, le gouvernement fédéral, les chercheurs fédéraux, on a le droit de stocker les données issues des communautés autochtones sur nos serveurs? Qui peut y avoir accès? Comment on doit les contrôler? C'est des questions auxquelles je pense qu'au sein de nos ministères, il y a beaucoup de gens qui s'attardent à y répondre. Et puis, en absence de réponse très claire en ce moment, je pense que ça revient beaucoup aux chercheurs de décider de quelles sont les pratiques les plus appropriées au cas par cas.
Dans le cadre de mes projets en milieu inuit, je dois mentionner que, par exemple, l'Inuit Tapirit Kanatami, qui est l'Organisation nationale inuit, mentionne l'importance de reconnaître la propriété intellectuelle, mentionne les principes de PCAP, mais néanmoins, ces principes-là sont issus des Premières Nations. Donc, en milieu inuit, c'est pas encore clair si oui ou non c'est le PCAP qui doit prévaloir ou si c'est d'autres formes de reconnaissance de propriété. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de pièces mouvantes et je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir un dialogue clair et ouvert à chaque étape de projet. Mais oui, ça peut sembler épeurant, parfois ça peut donner le vertige. Puis oui aussi, je pense que on est en train de créer des structures, de baliser des pistes au sein du gouvernement fédéral en réalisant ces projets-là. Puis c'est en démontrant par l'exemple qu'est-ce qui est possible de faire qu'on va rendre la tâche plus facile là, pour ceux qui nous suivront, puis les projets dans le futur. Donc, merci pour cette question. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle que si vous voulez poser votre question verbalement, sélectionnez l'icône main levée. Sinon, vous pouvez poser votre question par écrit en utilisant la boîte du chat. En attendant une prochaine question, j'ai une petite question, Dominique, si tu permets. C'est par rapport à un aspect un peu pratico-pratique. Dans les résultats que vous connaissez sur ces autochtones, il y a la validation des résultats un peu curieux de savoir quel genre vous pouvez avoir rendre cet état-là. Est-ce qu'on approuve en grande partie? Est-ce qu'il y a des raisons Oui, merci Raed pour la question. Le son était un peu haché, donc je vais d'abord valider que j'ai bien compris. Donc la question était par rapport à l'étape de validation, quel genre de feedback on reçoit, qu'est-ce qu'on valide, puis comment ça se passe. Est-ce que c'est bien ça? Exact. OK. Exact. Bon, merci. D'accord, c'est une très bonne question. Je pense que la validation est une étape essentielle dans le type de recherche que l'on fait. Et puis, quand on travaille, par exemple, en biologie sur les ours polaires, les oiseaux ou la forêt, c'est une étape souvent qu'on n'a pas à faire, puisque lorsqu'on collecte des données sur les arbres, sur les écosystèmes forestiers, sur les oiseaux, on retourne pas aux arbres et aux oiseaux pour leur dire est-ce que je vous ai bien compris? Mais quand on travaille avec les gens, je pense que cette étape de validation est absolument cruciale. En fait, d'une part, pour s'assurer que les chercheurs ont bien compris l'information qui avait été communiquée, puis d'autre part, pour s'assurer que on n'est pas en train de partager des données qui sont trop sensibles puis qui veulent pas, que les membres des communautés ne veulent pas partager. Donc, je vais donner un exemple bien concret de ça. Dans le cas de l'ours polaire, comme je l'ai mentionné, c'est une espèce qui revêt une importance symbolique très, très forte, une charge émotive très forte au sein des communautés. Et puis, à l'étape de validation, ce qu'on a fait, c'est carrément de retourner avec chaque participant aux entrevues. On leur a présenté un résumé des connaissances qu'ils nous avaient présentées, également toutes les citations qu'ils avaient faites et puis qu'on aimerait utiliser dans nos rapports.
Et sans grande surprise pour moi, chaque participant, de manière systématique, souhaitait qu'on fasse des modifications. Il y avait certains trucs qui étaient plus sensibles, plus personnels, qui souhaitaient pas ils souhaitaient partager ça avec nous lors d'entrevues, mais maintenant, quand vient le temps de dire, OK, on écrit un rapport qui va être mis sur Internet, partagé avec la population en général, ils n'étaient pas prêts du tout à faire ça. Donc, ça a été important pour nous de protéger les informations sensibles à l'étape de validation, puis aussi de s'assurer qu'on avait bien compris. Je vais donner un autre exemple vraiment concret. Lors de la validation, on avait entendu de la part de beaucoup de gens que on observe plus d'ours maigres maintenant qu'avant. Mais une question qu'on avait, c'était de dire, OK, est-ce que vous observez plus d'ours maigres parce que la population a augmenté, donc de manière absolue, il y a plus d'ours maigres, ou vous observez un changement dans les proportions d'ours maigres qui sont observées? Donc, que cette proportion a changé. Pour nous, c'était une question vraiment cruciale qui allait mettre le doigt sur savoir si la santé de la population en général se détériorait, si cette proportion d'ours maigres augmentait. Donc, au niveau de la validation, c'est vraiment là où on a été capable de répondre à cette question, notamment, comme je l'ai mentionné, avec les exercices d'empilage proportionnel. Donc, c'est ça. Pour résumer, la validation permet de raffiner les observations et aussi de protéger les informations sensibles. Puis, comme l'illustre chacun des exemples que j'ai mentionnés, je pense que c'est un standard de qualité, du moins en sciences sociales, qui peut pas être évité du tout, particulièrement de nos jours. Peut-être qu'avant, les pratiques étaient différentes, mais c'est vraiment, quant à moi, devenu un standard minimal de qualité, la validation, qui est un incontournable. Merci beaucoup. On a une autre question de Bruno. Allez-y, Ben, je Bruno. me permets de poser une autre question puisqu'il n'y a pas d'autres questions dans la file. Dominique, j'étais très surpris de l'activité avec les haricots. Un des biais inconscients qu'on a, qui nous vient de notre culture puis de où on a grandi, c'est un certain paternalisme envers les Autochtones. Un genre de racisme systémique auquel il faut être conscient puis qu'il faut intégrer pour justement déconstruire ces biais inconscients. Comment tu as pu proposer l'activité des haricots sans que ça soit vu comme quelque chose d'infantilisant? Excellente question, Bruno. Puis c'est une question que je me suis posée en débutant tout ça. En fait, l'idée est venue au fil du temps. J'ai assisté à de nombreuses présentations de biologistes qui venaient dans les communautés du Nord puis qui présentaient des graphiques aux chasseurs inuits, un peu comme les graphiques qu'on a été capable de produire au moyen des haricots. Et puis, ce que je voyais dans les yeux des chasseurs qui assistaient à ces rencontres, c'est, ben, nous, on a une science. Nous aussi, on est capable d'en produire des graphiques comme ceux-là. Puis, nous, on produit des histoires, mais on a aussi, je sentais une envie d'utiliser le format graphique pour illustrer ces histoires d'une autre manière. Puis je suis bien d'accord avec toi, il y a un potentiel de percevoir ça comme une méthode paternaliste ou infantilisante, mais à ma grande surprise, quand je l'ai proposé, en fait, les chasseurs ont adoré. Ça a mené place à beaucoup de fou rire, cette technique, à beaucoup de blagues et aussi à beaucoup de dialogues. Ça a super bien fonctionné. Puis si la technique n'avait pas fonctionné, je pense que j'aurais jamais présenté ça. J'aurais jamais présenté les résultats aujourd'hui. Je pense que pour nous, c'était vraiment un exercice de dialogue interculturel. C'était de dire, en biologie, on utilise beaucoup le langage mathématique pour exprimer notre rapport à la réalité. Ben, faisons la même chose du point de vue des chasseurs. Puis un autre truc que je veux mentionner, c'est que ces graphiques-là, je pense que selon moi, c'est absolument impossible de penser faire l'exercice des haricots sans faire des entrevues individuelles, qualitatives, approfondies, qui nous permettent de mettre ces chiffres-là en contexte. Donc, c'est ça, pour répondre à ta question, non, ça n'a pas du tout été perçu comme ça. Puis au contraire, quand après on est retourné en phase de validation, puis qu'on a présenté les graphiques aux aînés, ce qu'on avait, c'était des pouces comme ça qui nous disaient merci de nous avoir créé un graphique. Merci de nous permettre de dire
aux biologistes que, tu sais, nous aussi, on comprend c'est quoi l'abondance relative, puis nous aussi, on est capable de produire des chiffres. Donc, il y avait un petit peu ça. Donc, à date, grand succès de notre part, mais je pense que c'est aussi beaucoup une question de l'attitude des chercheurs, de la manière dont on présente les choses, puis du type de dialogue ouvert qu'on est capable d'avoir avec les méthodes, euh, qui fait en sorte que oui ou non, on décide d'appliquer une méthode plutôt qu'une autre. Et du lien de confiance, j'imagine. Oui, absolument. Merci. On a une question de Véronique. Oui, vous nous avez beaucoup parlé du rôle des aînés dans vos recherches, puis on sait que dans certaines communautés ou dans le cas de certaines nations, au niveau des Premières Nations, le rôle de d'autres groupes peut être très important, par exemple les jeunes ou les femmes dans certains cas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé aussi spécifiquement au niveau des communautés inuites? Puis si oui, ben, comment un peu vous avez intégré la dynamique de ces autres groupes-là à travers les recherches? Mhm. C'est une excellente question. Merci beaucoup, Véronique. Euh, En effet, ben, moi, ce que j'ai observé dans la recherche qui a été menée dans l'Arctique spécifiquement, c'est que souvent, ce sont les groupes d'aînés à qui on donne beaucoup la parole, ce qui est une chose, je pense, qui est très bien. Et il y a aussi, principalement, autant à donner la parole aux chasseurs masculins, aux hommes. Euh, donc, dans le cadre de nos projets, ben, étant moi-même une femme, je pense que c'était très important pour moi d'ouvrir la perspective et de voir si les groupes de femmes, puis les jeunes en particulier, pouvaient aussi participer au processus de projet. Donc, dans le cas des exemples que j'ai présentés, on a fait bien attention en designant un peu nos méthodes d'inclure les groupes de femmes. Donc, dans le cas de l'ours polaire, on a inclus les chasseurs d'ours, qui sont principalement des hommes, mais aussi les femmes qui ont une expertise remarquable dans la préparation des peaux, le tannage, et qui sont, elles, capables de nous partager des informations relatives à la santé de l'ours vraiment importantes, qui sont issues de leur expérience du tannage des peaux. Par exemple, les femmes sont capables de voir si les ours ont beaucoup de... si les peaux sont déchirées, donc s'il y a eu beaucoup d'interactions entre les ours, donc ce qui peut suggérer un stress, par exemple, quand il y a beaucoup de batailles entre les ours, là, je ne sais pas trop comment le dire en français. Donc, il y avait ça. Aussi, les ours qui sont maigres sont beaucoup plus difficiles, les peaux sont beaucoup plus difficiles à préparer. Donc, les femmes étaient capables indirectement d'évaluer la condition corporelle des ours en évaluant la facilité ou la difficulté du processus de tannage. Donc, il y avait vraiment une expertise clé qui avait jamais, à ma connaissance, été vraiment documentée ou explorée dans les études précédentes. Donc, c'est quelque chose qu'on a découvert. Maintenant, par rapport aux jeunes, les jeunes ont aussi des expériences sur le territoire, puis les jeunes veulent apprendre de leurs aînés. Donc, dans tous les projets auxquels je participe, comme je l'ai mentionné, on embauche des jeunes, on forme des jeunes, les jeunes participent aux entrevues, sont des co-intervieweurs. Dans certains cas, ils sont gênés de poser des questions directement à leurs aînés parce que traditionnellement, en milieu inuit, en tout cas, c'est pas comme ça que le savoir est partagé. C'est plutôt on observe, on écoute, plutôt que de poser des questions un peu à la manière occidentale, vraiment d'aller chercher l'information. Traditionnellement, en milieu inuit, c'est une approche beaucoup plus d'observation, une approche patiente. Donc, dans certains cas, les jeunes étaient des observateurs lors des entrevues, posaient pas de questions actives, mais pour moi, c'était tout aussi important. J'ai pas mentionné ça dans la présentation, mais ce qu'on fait beaucoup, c'est d'aller dans les écoles, puis on amène les aînés qui participent au projet dans les écoles pour partager leur vécu. On demande aussi aux jeunes qui travaillent avec nous de présenter aux étudiants locaux qui sont plus jeunes, donc au niveau secondaire, au niveau primaire. Souvent, on travaille avec des gens au niveau collégial ou qui ont terminé leur secondaire 5. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration pour les plus jeunes de voir que ces jeunes qui ont gradué maintenant travaillent en recherche et puis participent à ce genre de projet. Puis un dernier élément que j'amènerais, c'est qu'au niveau technologique, il y a vraiment un avantage à impliquer les jeunes. Tu sais, avec tout ce qui est connexion Teams, ce qu'on voit souvent, c'est qu'un aîné
est capable de se connecter grâce à la présence de son petit-fils ou de sa petite-fille, de son fils ou de sa fille. Donc, il y a vraiment des beaux avantages à concevoir large quand on pense à l'implication de différents groupes de la communauté à ce genre de projet. Ah, merci, Dominique. Une précision de Joël Taillant. La technique d'utilisation des haricots est, est également utilisée depuis plusieurs années dans l'ouest du Canada et en Alaska pour le suivi de la santé d'espèces phoniques, exemple le caribou, le bœuf. Oui. Un petit peu. Oui, donc c'était une mention du fait que la technique des haricots a été utilisée dans l'ouest du pays pour le suivi du caribou et du bœuf musqué, c'est bien ça? Oui, 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 ok. exactement. C'est ça, c'était le son était coupé. Oui, en fait, à ma connaissance, une des pionnières, C'est une précision de Joël Taillant. oui. Merci beaucoup, Joël, pour la précision. Je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais évidemment, ici, on n'invente rien. C'est une technique qui vient de l'épidémiologie participative, l'empilage proportionnel, et qui a en effet été utilisée pour le suivi du caribou et du bœuf musqué, notamment par la vétérinaire Dr Mathilde Tomaselli, ainsi que d'autres membres de ces équipes de recherche qui ont, à ma connaissance, dans l'article, la première fois que ça a été utilisé, c'était utilisé pour le caribou et le bœuf musqué. J'avais d'ailleurs mis une référence à son étude dans une de mes diapositives. Euh, donc oui, merci pour la précision. Puis s'il y a d'autres exemples dont je ne suis pas au courant, s'il vous plaît, me contacter. J'aimerais en savoir plus. Je pense que c'est une technique qui a vraiment beaucoup de potentiel. C'est une technique qui est de plus en plus explorée pour différentes espèces, puis qui nous sera possible de peaufiner au fil du temps. Dans le cas de l'ours, c'était la première fois que c'était appliqué à l'espèce. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on change d'espèce, c'est une technique qui doit être réfléchie et raffinée parce que c'est quand même pas simple là, à appliquer. Merci. Oui, Raed, c'est ça. Je vais me permettre Là, d'aller de l'avant. une Oui, autre question de Véronique. oui, exactement. Mais c'est pas vraiment une question. En fait, Raed, je vais me permettre d'aller de l'avant. En fait, c'est que ta connexion semble vraiment difficile. En fait, là, on comprend vraiment pas très bien là, au niveau de quand tu prends la parole. Donc, je vais prendre la relève. En fait, je co-organise les colloques avec Raed là, pour les colloques du CFL. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en personne, là, en main levée. Pour le moment, j'en vois pas d'autres. Mais je peux peut-être mentionner dans le chat que Mme Solange Nadeau, qui est chercheure au Centre de foresterie des Laurentides en sociologie forestière, mentionne là, un beau commentaire dans le chat qui dit: Merci Dominique, j'ai tellement apprécié ta présentation. Elle résonne beaucoup avec mon approche et ma vision de la recherche. Comme si nous avions déjà travaillé ensemble. 3 petits points, j'espère que cela arrivera dans le futur. Donc, vous l'aviez mentionné en début, là, on ne parle pas tant de foresterie dans ce colloque-ci, mais on a beaucoup, beaucoup à apprendre puis à tirer des approches semblables. Donc, je vais m'arrêter juste ici parce que je vois qu'il y a une main levée. Donc, Monsieur Simon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Simon Saint-Georges, je travaille au ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Je voudrais savoir, le titre de la présentation, c'était Mise en commun des sciences occidentales, savoirs autochtones pour comprendre, mais aussi protéger les écosystèmes arctiques. Puis je continue à savoir, je voudrais savoir si les Inuits que vous avez rencontrés se sentent interpellés par les besoins de protection que les gouvernements véhiculent, là, fédéral, provincial, issus d'engagements
quasiment internationaux, comme ce qu'on peut faire durant les rencontres COP, le GIEC. Tout ça, c'est vraiment teinté de sciences occidentales. Fait que je voudrais savoir comment les Inuits se retrouvent là-dedans, alors que leur utilisation du territoire et de ses ressources sont plus ou moins en lien ou n'ont pas suscité l'émergence des besoins de protection, à quel point ils se sentent interpellés par ça, alors qu'ils sont plus ou moins en cause. Ben, en tout cas, ma vision, je voudrais vous entendre. Oui, merci beaucoup, Simon, pour ce commentaire. En fait, j'ai participé moi-même à la COP à Montréal en décembre avec des partenaires inuits qui étaient présents pour un panel sur l'ours polaire. Donc, ça résonne vraiment avec mon expérience. Je pense que, en fait, quand j'ai choisi le titre, je me disais, est-ce que protection est le mot approprié? Est-ce que conservation est même le mot approprié? Traditionnellement, pour certains du moins, les mots conservation, protection connotent l'exclusion de l'humain de certains territoires. Mais pour moi, protection, pour moi, conservation, c'est pas ça que ça veut dire. C'est plutôt d'inclure l'humain dans la gestion durable des écosystèmes et du territoire. Je pense qu'il y a là des définitions ou des interprétations de ce que veut dire la conservation qui peuvent s'opposer. Mais moi, ce que je vois, puis en particulier même dans les grandes rencontres internationales, c'est que cette définition de conserver les ours polaires ou de protéger les écosystèmes, ben, elle s'ouvre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de conservation sans promouvoir une utilisation durable de la ressource par les peuples autochtones, par les Inuits dans ce cas-ci, sans reconnaître les droits des Autochtones. Euh, j'habite Montréal et puis quand j'allais dans le métro pour me rendre à la COP en décembre dernier, il y avait d'énormes posters qui disaient oui, protéger 30% des écosystèmes terrestres et marins, mais oui, tout en respectant les droits des Autochtones. Donc, je pense que ces deux discours-là qui s'opposaient avant, préservation des droits et conservation, maintenant, ce qu'on observe, c'est vraiment une fusion, c'est-à-dire dire oui, on conserve, mais en respectant les droits des Autochtones. Puis je pense que des belles initiatives qu'on voit dans l'article, comme la création d'aires protégées où les Inuits font partie de la gouvernance de ces aires protégées, sont des exemples probants du fait que c'est possible de faire la conservation en promouvant une utilisation durable du territoire avec nos partenaires. Donc, oui, il y a des tensions. Je le vois moi aussi là, au sein de l'appareil gouvernemental. Des fois, il y a des visions qui se heurtent, mais je pense qu'on est vraiment rendu à l'ère d'un certain arrimage, là, puis d'une reconnaissance que conservation et utilisation sont des termes qui vont de pair. Merci. Merci. On a le temps pour une dernière question. Puis la question se présente dans le chat, en fait. C'est Amélie Denoncourt de la MRC de Montmagny qui demande est-ce que les articles sélectionnés reflétaient tous une technique de tissage des savoirs ou bien plusieurs études étaient du type extractive comme ce qui a été décrié? Ben, c'est une excellente question. Merci beaucoup, Amélie. En fait, à cette étape, on n'a pas posé, il n'y avait pas de critères de qualité qu'on a appliqués lorsqu'on a sélectionné nos études de cas. Donc, les 322 études de cas, notre critère, c'était vraiment de dire, est-ce qu'il y a des informations issues des savoirs autochtones, puis est-ce qu'il y a des informations issues des savoirs écologiques, sans trop se questionner sur la qualité. Pour ce qui est de l'inclusion. Mais maintenant, dans une deuxième phase, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train d'évaluer la qualité de la participation autochtone à chaque étape des projets. Donc, ce qu'on essaie de penser en ce moment, c'est de dire est-ce qu'il y a moyen pour nous, de manière respectueuse, encore une fois, des équipes de recherche, d'identifier des cas qui sont exemplaires. Parce que oui, certainement, là, si vous me demandez mon opinion, certaines de ces études, je ne les qualifierais pas nécessairement de tissage, mais un petit peu quand même du côté extractif. Donc, les études de cas, il y en a qui sont exemplaires, il y en a qui sont un petit peu moins. Donc, dans une deuxième phase, après avoir recensé les cas, ce qu'on est en train de faire, on travaille à certaines de ces publications, c'est d'extraire, c'est peut-être un mauvais mot employé là, mais du moins de mettre en lumière les études de cas exemplaires pour en tirer des enseignements. Donc, on trouvait que, tu sais, dans une première phase, notre rôle, c'était pas de
de pointer du doigt, de critiquer, d'établir des hiérarchies, mais vraiment juste de présenter. Puis maintenant, ensuite, dans une deuxième phase, on pourra identifier ces cas exemplaires. Excellent, merci beaucoup. Je pense que ça va mettre fin justement à notre session, là. Il est tout près de midi. D'abord, merci, Madame Henry, pour votre excellente présentation intitulée Mettre en commun les sciences occidentales et les savoirs autochtones pour comprendre et protéger les écosystèmes arctiques. C'était très intéressant, très enrichissant. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi, le 20 avril, donc dans 2 semaines, et qui s'intitule Val-Paradis, 25 ans de suivi écologique post-feu et coupe de récupération. Donc, la conférencière invitée sera Mme Cassandra Waldron, qui est chercheure scientifique au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts. Et d'ici là, je vous invite également à surveiller nos fils Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Et en fait, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Puis merci à tous pour votre participation. Ça a été très apprécié. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Raed.